Et alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cet atelier sur les méthodologies participatives. Donc, je suis Annie-Pauline Sanfasson, je suis titulaire de la chaire Répare sur la recherche partenariale et l'empowerment des jeunes vulnérabilisés et professeure à l'École de travail social à l'Université de Montréal. Et donc, aujourd'hui, on a vraiment le plaisir de recevoir Julie Servet, qui va nous parler en fait d'enjeux méthodologiques et éthiques lors de recherches participatives avec des adolescents et jeunes trans adultes. En fait, Julie est titulaire d'un master en sciences de la santé publique à finalité spécialisée et sa recherche doctorale s'intéresse justement au vécu des jeunes de 15 à 24 ans pour mieux comprendre la complexité de leurs besoins en matière de bien-être et d'accompagnement. Et donc, dans cette recherche-là, Julie mobilise des recherches participatives, des méthodologies participatives et vivait et vit encore, on a entendu il n'y a pas longtemps, certains enjeux méthodologiques et je pense que ce sera en fait le point le plus intéressant parce que pour les personnes qui sont impliquées en recherche participative, ben, je pense qu'on est tous confrontés à certains enjeux. Donc, l'atelier va se dérouler ainsi. On va commencer par une présentation là, de 20-25 minutes, comme tu le souhaites, où on va t'écouter. Et puis ensuite de ça, ben, on pourra ouvrir sur une discussion. J'ai pas de questions spécifiques. On va les trouver à mesure qu'on entend là, ta présentation. Et puis, on pourra discuter aussi avec les gens qui sont en ligne. Donc, si vous avez des questions en ligne ou en présentiel, bon, alors voilà. Euh, voilà. Alors, Julie, on te laisse la parole. Ça marche. Bonjour. Du coup, je n'ai plus à me présenter, ça c'est cool. Mais donc, je voulais illustrer ces enjeux méthodologiques et éthiques à travers mon projet de recherche. Par contre, voilà. C'est là que ça va plus. Ok. Alors, en bref, ma recherche se déroule donc en Belgique francophone, avec des adolescents et des jeunes adultes trans âgés de 15 à 24 ans, mais aussi des parents, des frères, des sœurs, des familles élargies et les professionnels qui les accompagnent. Ceci afin d'étudier l'influence de l'identité de genre sur la qualité de vie et le bien-être des jeunes et des familles et d'identifier un petit peu quelles sont les forces, les vulnérabilités, les facteurs de résilience et ainsi de suite pour pouvoir mieux les accompagner. Donc pourquoi? Parce que je voudrais co-construire des pistes d'accompagnement et de soutien selon les préférences et les besoins de ces jeunes et des familles en lien avec leur milieu de vie. Et comment je m'y prends? Je fais une recherche participative en 3 volets. Donc, il y a d'abord les entretiens approfondis avec donc, de nouveau les jeunes, les familles et les professionnels. Une enquête quantitative. Et alors, à la fin, je voudrais vraiment croiser ces perceptions recueillies de façon qualitative, quantitative, mais aussi co-construire avec les jeunes, les familles, les professionnels, vraiment des pistes d'accompagnement et de recommandations de bonnes pratiques. Donc, versant collaboratif, donc les choix méthodologiques de ma recherche. Pourquoi je voulais une approche collaborative? Afin de garantir que les voix de toutes les parties prenantes soient au centre du processus de recherche. Mettre en lumière des savoirs expérientiels, donc vraiment les vécus des personnes et pas juste le savoir académique dans ma tour d'ivoire. Permettre de rendre visible la façon dont la société fonctionne, mais aussi dysfonctionne, et aussi par ma position de personne cis, d'outsider, insider, mais pas que, donc chercheuse, maman, adulte, par rapport à des jeunes, vraiment beaucoup de positions différentes. Donc comment, au départ de ma recherche, comme c'est une recherche doctorale, on soumet un dossier de recherche, donc la question de recherche n'a pas été choisie avec le public bénéficiaire, mais j'ai voulu vraiment m'accompagner dès le départ avec un comité de résonance. Donc ils sont impliqués à toutes les étapes de ma recherche. Alors pourquoi un comité de résonance? Améliorer la validité scientifique, donc ça réduit les biais, ça favorise une compréhension du sujet plus proche de la réalité. Ça évite une recherche détachée, donc je voulais garantir que ma recherche soit ancrée dans le terrain et soit vraiment le reflet des réalités des personnes, et pas juste ce que je disais ou ce que je pouvais lire dans la littérature ou autre. Et alors, je voulais promouvoir l'équité, la justice sociale, donc vraiment que leur voix soit portée et pas juste instrumentalisée. Donc, j'étais pourquoi la courbe de résonance? Donc, comment est-ce qu'elle est constituée?
Donc, il est constitué pour l'instant de professionnels venant des associations travaillant sur le terrain, de personnes trans et non-binaires adultes, mais également de parents. Mais alors, comme c'est un groupe de résonance et qu'il est amené à raisonner, il n'est pas fixe et figé. Donc, il y a probablement encore des personnes qui vont rentrer dans ce groupe de résonance, surtout quand je vais passer à la partie de la recherche avec des professionnels. Donc voilà. Puis, et donc, comment est-ce qu'on fonctionne? Donc, ils sont intégrés dans le processus de recherche, et ça, vous allez le voir à ma dia suivante. On fait des réunions régulières, soit tous ensemble, donc avec les professionnels, les personnes trans, mais aussi les parents, soit par petits groupes en fonction de la casquette dont j'ai besoin, des inputs dont j'ai besoin et de la participation. Voilà. Et alors, au niveau de la compensation pour la participation, ça c'était un gros point. Je ne donne pas de participation financière parce que je ne voulais pas avoir cette relation de pouvoir employé-employeur ou des choses comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que j'offre à manger quand on a des réunions en présentiel, un billet de train, je paye l'essence ou des choses comme ça. Donc, c'est des rétributions. Ça, c'est voilà, en nature, on va dire. Mais aussi des compensations pour la participation dans le sens que je rends tout ce que eux me donnent. Donc, je participe beaucoup à des groupes de travail avec les associations. Je présente des choses. Donc là, j'ai vais avoir une présentation au mois de juin avec la Fédération de des centres de planning familiaux, donc qui se questionne justement sur toute la mouvance anti-trans, mais aussi la prise en charge des jeunes. Donc voilà, je fais une juste restitution. Donc c'est aussi une contribution de ma part aussi dans ce que eux font. Donc ça, c'est vraiment le design de ma recherche. Donc en step one, donc c'est vraiment toute la partie qualitative avec les interviews des jeunes, des parents, les professionnels. Donc les professionnels, ça n'a pas encore été commencé. Le step 2, c'est la partie quantitative, donc ça c'est terminé. Le step 3, c'est vraiment l'intégration de tout et pour pouvoir arriver à la co-construction de la recherche. Et en fait, là où le comité de résonance est intervenu, c'est vraiment dans tout ce qui est terminologie, dans le développement des guides d'entretien, dans le recrutement aussi, mais aussi dans la collecte des données, dans l'analyse des données, dans l'interprétation qualitative des données. Pour le step 2, au niveau quantitatif, on a fait appel en Belgique, il y a un Transgender Infopulse, donc c'est vraiment un point d'entrée pour toute personne en questionnement de genre qui est géré exclusivement par des personnes trans et non binaires. Et donc, ils nous ont vraiment aidés à réaliser le questionnaire. Donc, il y avait déjà un questionnaire de base en 2007 et 2017, c'était la troisième édition 2024. Mais nous ont aidé vraiment à reformuler certaines questions, à voir au niveau du vocabulaire, etc., à diffuser dans leur réseau. Et alors, il y a un des chercheurs qui est elle-même une personne transgenre. Donc voilà, l'interprétation quantitative des résultats a été coécrite avec eux, avec elle, et la dissémination des résultats, ben, on attend que le rapport soit joli pour pouvoir le diffuser. Alors, les défis collaboratifs, ben, comme j'ai une approche mixte, ben, la combinaison enquête quantitative, qualitative, c'est pas toujours facile, mais c'est pour assurer une meilleure triangulation des données. Donc, il faut adapter les méthodes en fonction des retours des participants. Donc, il y a certaines questions que je posais pour les jeunes ou ben, les parents qui étaient dans mon groupe de résonance m'ont fait revoir certaines questions en disant, ben, écoute, là, toi, tu juges peut-être que c'est important, mais pour nous, ce serait vraiment important qu'on questionne ça aussi. Donc voilà, en tant que parents, pour la visibilité future de nos enfants. Et alors, la gestion des dynamiques de pouvoir, donc ne pas dédoubler les inégalités. Donc, c'est pas parce que j'ai ma casquette de chercheuse que je sais mieux qu'au contraire. Je trouve que c'est vraiment eux qui m'apportent le plus. Et alors, l'importance de la rétroaction et d'avoir du temps. Et ça, c'est pas évident quand on fait un parcours doctoral parce qu'on est limité dans le temps et que quand on veut vraiment bien faire des recherches participatives, ben, ça prend du temps. Donc, voilà, j'essaie de ne pas prendre trop de retard, mais on est en train de voir si la phase de co-construction passerait pas plutôt dans un postdoc parce que ça va prendre énormément de temps et je n'ai plus assez de temps. Alors, les enjeux méthodologiques, cette fois-ci au niveau des jeunes. Donc, ils n'ont pas été inclus dès le départ dans ma recherche. Pourquoi? Parce que c'est une population aussi qui est invisible et vulnérable. J'ai eu des difficultés de recrutement et j'en ai encore. Ils ont certaines réticences à participer. Je voulais construire un environnement sécurisé et de confiance et je voulais éviter l'instrumentalisation de ces jeunes.
Donc, les réseaux communautaires m'ont aidé à recruter, donc l'implication du comité de résonance, des parents aussi qui ont un réseau de parents d'enfants trans, et donc ils ont diffusé aussi ma recherche. Le networking, le défi de l'anonymat aussi, qui est donc protection de l'identité des jeunes, mais aussi, ça je l'avais vu dans donc j'ai commencé par une revue de la littérature aussi, de créer vraiment des safety protocoles en fait, parce que comme ils nous donnent beaucoup de choses, que c'est encore quand même parfois très récent, fragile, d'être sûr que même si on conserve la confidentialité des jeunes, qu'on puisse vraiment leur assurer leur protection aussi avec voilà, des contacts avec des ASBL, avec des psychologues éventuellement, pour pouvoir ne pas le laisser comme ça avec son bagage. Alors, méthode participative adaptée. Donc, comme je ne participais pas depuis le départ de ma recherche, ce que j'ai voulu faire, c'est utiliser vraiment une méthodologie hyper ouverte et participative pour le jeune. Donc, j'utilise la photo voice. Donc, c'est une méthode qui permet aux jeunes vraiment d'exprimer leur expérience d'une manière sécurisée et engageante, dans le sens où j'essaye avec eux d'identifier des dimensions qui sont importantes en termes de qualité de vie pour eux. Donc, de voir un petit peu si enfin, qu'ils identifient des dimensions qui sont importantes pour eux en termes de qualité de vie, en termes de bien-être. Et après, je les envoie sur le terrain pour faire des photos, pour se représenter un peu comment ils se voient dans cette dimension, comment est-ce qu'ils pensent que les autres les voient dans ces dimensions. Et quand ils reviennent avec ces photos, on en discute. Et c'est vraiment hyper ouvert, parce que moi, je n'ai que 5 questions. Et c'est vraiment le jeune qui drive l'interview. Donc, c'est vraiment hyper intéressant, parce que voilà, c'est hyper participatif dans ce sens-là, en tout cas. Poche de participation versus l'approche tout ou rien. Donc, c'est un peu ça aussi. Donc, les jeunes ne sont pas là depuis le début, ils sont plus loin dans la recherche, mais ils vont participer à la co-construction si elles le veulent. Mais je ne les oblige pas. Donc, ils peuvent participer s'ils ont envie, s'ils n'ont pas envie. Il y en a certains qui ont fait la première interview pour valider un petit peu les dimensions, mais qui n'ont pas été à l'étape après du photo voice, mais qui m'ont dit je pouvais utiliser déjà les dimensions pour voir un petit peu, c'est pas en quantifiant, mais en voyant ce qui fait consensus au niveau des jeunes, au niveau des milieux de vie dans lesquels intervenir. Et donc, c'est ici vraiment, voilà, c'est une roue de participation. C'est de voir un petit peu à chaque étape de la recherche jusqu'où on va dans la participation. Alors, moi, j'aurais voulu que ce soit empowerment partout. Mais évidemment, comme c'est une recherche doctorale, ben, la question de recherche, déjà, on n'y était pas. Dans la collecte des données, dans certaines choses, on n'y est pas non plus. Donc voilà, mais d'essayer au moins d'arriver au cercle de collaboration. Alors, les enjeux éthiques de la recherche avec les jeunes, ben, la confidentialité, protection de l'identité des jeunes pour éviter toute stigmatisation, mise en danger. On va plus loin. L'empowerment, assurer que les jeunes ont le contrôle sur leur participation, mais ça, j'avais déjà expliqué. Protection du jeune et surtout son consentement, donc le dilemme lié au consentement parental du jeune. Donc en Belgique, normalement, un jeune ne peut consentir qu'à partir de 18 ans. Ouais, pour les recherches un peu sur des sujets un peu touchy comme ça, c'est vraiment difficile. C'est pourquoi j'ai fait ma revue de la littérature aussi. Et donc, j'ai pu appuyer ma demande au niveau du comité éthique pour que les jeunes de 16 à 18 ans, mais même à partir de 15 ans, puissent donner un assentiment. Donc, c'est vraiment de pouvoir, et j'explique avec des mots simples, la recherche, etc. Enfin, voilà, c'est pour qu'ils puissent donner leur consentement parce que certains sont pas out par rapport à leur famille ou par rapport à leur père. Et si on prend que des jeunes qui finalement ont le support de leur famille ou de leur père, on perd une partie de la population qui, quelque part, a peut-être des besoins beaucoup plus importants. Donc voilà. Alors au niveau de l'importance de l'équité, assurer que les voix et les expériences ne soient pas marginalisées. Éviter l'essentialisation, donc couper les savoirs en leur milieu. Donc oui, on collecte des données, mais c'est des données qui sont collectées dans un milieu culturel, dans un milieu social, donc on ne peut pas essentialiser ces savoirs. Donc j'ai interviewé, ben, on verra la semaine prochaine à l'ACFAS, mais j'ai pu interviewer 10 jeunes qui viennent vraiment de cultures et de milieux différents. Et je pense que c'est vraiment important de les resituer dans leur contexte aussi, quoi, parce que ça influence beaucoup la façon dont ils dévoilent leur identité, dans la façon dont ils vivent leur transidentité également.
réduction de l'enjeu à la seule dimension méthodologique. Donc, il y a quand même beaucoup de bailleurs de fonds maintenant en Europe, et c'était possible aussi que ce soit comme ça au Canada, qui insistent sur cette dimension participative. Et on a peur que ça soit réduit à l'enjeu méthodologique dans le sens où certains vont proposer répondre à des appels à projets juste en disant on va faire de la recherche participative et que ça ne le soit pas. Et donc, je pense que c'est vraiment important de se questionner dès le départ, en fait, pour voir jusqu'où on va dans la participation. Ça vient dans les questions que je voudrais vous poser à la fin de mon exposé. Alors, transparence et retour vers la communauté. Donc, les objectifs de recherche, parfois, c'est différent entre le chercheur et le participant. Donc là, j'ai des ASBL qui ont participé avec moi à certaines recherches et qui étaient très en demande d'avoir des données, même si elles n'étaient pas encore stabilisées ni diffusées, parce qu'ils cherchaient à avoir un appui de plaidoyer pour pouvoir lancer une marge de fierté, pour pouvoir... donc voilà, c'est de pouvoir aussi se dire, OK, les objectifs ne sont pas identiques, ils ne sont peut-être pas dans la même chronologie non plus, mais in fine, ça sert à tout le monde. Partage des résultats, donc diffusion des résultats de manière accessible aux participants pour garantir qu'elles bénéficient directement des conclusions de la recherche. Donc ça, c'est ce que je viens de dire aussi. Et participer aux activités de collaboration des collaborateurs et collaboratrices et les valoriser. Donc c'est ce que je fais. Donc je vais dans les ASBL, je partage un petit peu les choses que j'ai pu recueillir. Je les aide à monter des projets. Voilà. Donc je participe à un groupe de travail santé aussi pour le remboursement des soins. C'est pas toujours évident non plus en Belgique. Et l'éthique de la co-construction, donc respecter les contributions de chacun et les résultats ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à toute la communauté et à tout le monde. Donc en conclusion, une recherche inclusive et éthique n'est possible que quand les parties prenantes qu'elles cherchent à impacter sont activement impliquées. Le groupe de résonance joue un rôle essentiel pour garantir que la recherche soit menée non pas seulement pour les communautés, mais avec elles. Et en adoptant cette approche, en fait, voilà, je voulais créer vraiment une recherche impactante et applicable et pour faire progresser la justice sociale. Voilà. Mais tout n'est pas si simple. C'est de la mes questions. Comment déterminer jusqu'où impliquer un comité de résonance dans le processus de recherche sans tomber dans un risque d'instrumentalisation ou d'épuisement de ses membres? Est-ce qu'une recherche où tous les membres ne sont pas impliqués de A à Z peut se targuer d'être participative? Donc moi, ce n'est pas toujours mon cas. Là, c'est plus pour la partie qui va être dans la co-construction, mais je sais que ça, vous avez quand même pas mal fait dans les chaires de recherche. C'est comment naviguer dans les désaccords entre jeunes, familles, professionnels, sans trahir l'esprit participatif. Donc, comment est-ce qu'on fait quand les discours sont divergents, quand il y a des points de heurts? Et comment éviter que les recommandations co-construites ne restent lettres mortes auprès des professionnels et des institutions concernées, parce que souvent, certaines unifs, en tout cas certaines spécialités, quand on leur dit qu'on fait de la recherche participative, ils se disent enfin, tu vas faire mumus, quoi, tu vas aller t'amuser, et c'est pas scientifique. Ben, si, ça l'est, mais donc comment est-ce qu'on fait pour valoriser cette recherche participative et pour que les politiques l'entendent? Voilà. Et alors j'avais mis quelques références.